très honoré en tant qu'Européen de faire partie de cette assemblée, d'être venu ici à Tilsdam, rencontrer des amis avec lesquels on travaille depuis plusieurs années à la sauvegarde des oasis. Je voudrais aussi m'excuser de ne pas parler dans cette belle langue arabe, cette belle langue berbère que je ne maîtrise pas, et que effectivement, qui va nécessiter une traduction. Mais je sais aussi que la plupart d'entre vous parlent aussi cette belle langue française, et je pense qu'elle nous réunit aussi un petit peu depuis tant d'années, où beaucoup d'entre nous la parlent, et je crois que toutes ces langues méritent de vivre, et encore une fois, je m'excuse de ne pas parler ces deux langues qui sont parlées ici. Alors, vous savez, le monde est en crise. On le sait, c'est une crise internationale qui revêt de multiples aspects sociaux, économiques, crise financière, et aussi quelque part une crise des valeurs. Une crise des valeurs qui ont conduit les peuples à travers l'histoire à travailler sur leur territoire, à ériger des patrimoines nourriciers, dont notamment les oasis. Les oasis sont exactement une construction humaine depuis des siècles, une alliance subtile entre la terre, l'eau, les ressources naturelles, le travail humain, le comportement que l'on doit avoir dans les oasis, la gestion de l'ensemble des ressources naturelles. Et beaucoup de gens parlent aujourd'hui du développement durable, mais s'il fallait un exemple vivant qui a résisté pendant des siècles au développement et à l'histoire, c'est bien les oasis. Pendant des siècles, dans des conditions extrêmement changeantes, les oasis ont résisté, ont perduré. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous allons laisser disparaître ce patrimoine précieux qui a abrité des générations de personnes et qui a résisté au temps et à l'espace? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que d'autres valeurs apparaissent, parce que d'autres tendances sont à l'œuvre dans le monde, nous allons peut-être laisser détruire ce que nous aurons peut-être le plus besoin demain? C'est ça la question. Et c'est la question qui nous mobilise pour les oasis. Alors, le radeau. Le radeau est une organisation internationale. Nous avons, il y a maintenant 14 ans, un certain nombre d'acteurs associatifs dans différentes oasis du monde éprouvé la nécessité de travailler ensemble. De travailler ensemble et d'aller, je dirais, porter la voix dans une espèce de longue marche que nous avons commencée pour aller plaider la cause des oasis. Nous sommes persuadés qu'en plaidant la cause des oasis, nous plaidons aussi la cause d'un certain nombre d'autres écosystèmes. Mais, pour l'occurrence, ce sont les oasis qui nous intéressent. Nous étions par exemple en 2002 au sommet mondial du développement durable, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Qu'avons-nous dit? Nous avons dit, écoutez la voix des oasis, écoutez ces écosystèmes qui ont besoin de vivre, voilà les crises qui traversent les oasis, voilà à quoi nous devons faire face si nous voulons un développement durable. Nous étions en 2006 à Montpellier, dans une grande forum internationale qui s'appelait Désertifaction. Nous avons dit la même chose. Nous étions en 2010 à Cancun, au Mexique, où nous avons dit le changement climatique. Voilà quelque chose qui va attaquer encore plus les oasis. Essayons de trouver des remèdes. Bien sûr, nous sommes aussi allés en 2012 au Forum mondial de l'eau à Marseille. L'eau et les oasis. Vous connaissez ce proverbe que j'ai appris chez vous, l'eau, la fille de l'oasis, n'est-ce pas? Ou l'oasis, la fille de l'eau, pardon, excusez-moi. Donc, l'eau et l'oasis, est-ce qu'on peut parler d'une oasis sans parler de la question de l'eau? Non. Et toutes ces techniques, toutes ces pratiques, tous ces comportements sociaux liés à la gestion de l'eau qui nous ont menés jusqu'ici et qui sont aujourd'hui pour partie remis en cause, voilà des questions qui nous préoccupent fortement. Et puis, nous étions, il y a très peu de temps, à Montpellier, dans le cadre de l'année, vous savez que c'est en 2014, c'est l'année internationale de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale.
Voilà un autre thème, cher aux Oasiens. Beaucoup des Oasiens sont des agriculteurs familiaux. Savez-vous que les agricultures familiales dans le monde nourrissent 70% de la population mondiale? 70% de la nourriture que nous avons sur nos assiettes provient de l'agriculture familiale. Alors que souvent on nous parle de ces agricultures très performantes que l'on voudrait installer partout et qui en réalité ne produisent même pas 30% de la nourriture de la population terrestre. Donc l'agriculture familiale, nous sommes allés à Montpellier, il y avait des représentants notamment de l'Algérie et de la Tunisie au forum de Montpellier sur l'agriculture familiale. L'année prochaine, ça va être l'année internationale des sols. Ah, la terre oisienne. Et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ces terres collectives, ces communs, comme disent les scientifiques. Voilà encore une autre question à laquelle peut-être il va falloir faire face différemment que ce que nous sommes en train de faire. Faut-il continuer, par exemple, de gérer les territoires en urbanisant massivement, comme ça cela se fait partout dans le monde, en utilisant les meilleures terres productives? Comment on répartit la manière de produire dans les oasis? Comment gère-t-on l'intérêt général plutôt que quelquefois l'intérêt particulier? Voilà encore des questions qui nous préoccupent. En faisant ça, le radeau, je crois, a beaucoup contribué à la cause des oasis et de la sauvegarde des oasis dans le monde. Ce n'est pas par hasard qu'en 2012, au sommet mondial de Rio, ce qu'on appelle Rio +20, si vous regardez la déclaration de Rio +20, dans un des articles, il est marqué qu'il faut faire la sauvegarde des oasis. Je peux vous dire que le radeau a contribué à cela, même si aujourd'hui, et c'est très bien, un certain nombre de gouvernements pensent peut-être que c'est eux qui ont plus pesé, tant mieux, ça ne fait rien. Allons-y, allons de l'avant, on va dans la bonne direction. Maintenant, j'en arrive rapidement à la description du radeau. Il faut quand même que je vous dise que le radeau est une organisation, une plateforme internationale d'acteurs, basée sur des associations. Et nous avons aujourd'hui 4 points focaux constitués, et ils vont vous parler tout à l'heure. Un en Algérie, un en Tunisie, un au Maroc, il se trouve que c'est là où fait, un en Mauritanie, et nous sommes en train d'étendre notre réseau aussi au Tchad, où il y a aussi des oasis, et au Niger, où il y a aussi des oasis. Nous avons d'autres demandes. Il y a des gens du Chili, en Amérique latine, qui ont des oasis, qui nous ont dit « mais ce que vous faites nous intéresse, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble ?» Il y a des gens de l'Égypte, j'étais en Jordanie il y a une quinzaine de jours, il y a des gens de l'Égypte qui nous ont dit « mais ce que vous faites nous intéresse, est-ce qu'on ne peut pas rejoindre le réseau ?» Donc, en fait, en même temps, le radeau est une organisation très associative, en même temps, il est en train de collaborer et de porter une voix internationale et de travailler, bien sûr, dans chacun des pays, aussi avec les services techniques et les pouvoirs publics, à travers 2 volets. Un volet d'action directe sur le terrain, par exemple, travailler avec les agricultures pour une meilleure gestion de l'eau, pour une meilleure gestion des terres, pour le développement de certains aspects du maraîchage, pour la création de valeur ajoutée dans les chaînes de production, pour que la valeur ajoutée des produits oasiens revienne localement et pas qu'elle reste dans les capitales. Ce genre de choses. Et puis un volet mobilisé, je vous en ai déjà parlé, pour porter la voix des oasis au niveau international. Je terminerai en disant que la structure du radeau est très participative. Le CARI, que je représente ici et dont je suis le directeur, qui a été un des fondateurs du radeau, assure aujourd'hui la coordination de ce réseau international. Je pense que nos décisions, et on l'a encore vu dans les travaux que nous avons menés ici ensemble, nos décisions sont des décisions participatives, très transparentes. Quelquefois, ça bouscule un petit peu les discussions dans le radeau, mais c'est très bien. Mais nous allons continuer comme ça. Et je terminerai en disant aussi que sur le plan financier, un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux nous font confiance. Nous avons l'Agence française de développement qui finance le radeau. Nous avons la Principauté de Monaco
qui finance le radeau. Nous avons le CCFD qui finance les radeaux. Nous avons aussi un certain nombre d'acteurs internationaux, comme le Fonds pour l'environnement mondial, à travers les petits projets, mais aussi les projets de moyenne dimension qui financent le radeau. Et nous sommes en contact aussi avec le Fonds international de développement agricole. Donc, merci de nous accueillir. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais vous donner un espèce d'aperçu de pourquoi nous avons fait le radeau, comment nous avions fait le radeau, et je voulais apporter le témoignage de ce grand honneur d'être ici avec vous et de partager une des questions de préoccupation du radeau. Merci beaucoup.